Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je suis toujours dans mon studio de podcast à Bali pour te parler d'un sujet qui, je sais, t'intéresse beaucoup, mais qui est aussi assez tabou. Aujourd'hui, on va parler d'argent et plus particulièrement aux femmes. Désolée, messieurs, mais j'avais envie de te parler dans ce que je suis en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis dans ma Rich Feminine Era. Pourquoi j'ai décidé de me mettre un peu ce statut-là ? Parce que je trouve que l'argent, globalement, c'est souvent un truc qui est attribué, encore une fois, aux hommes. Depuis que je suis née dans la société, on m'a toujours fait croire ou laissé croire que c'est à l'homme de ramener un salaire à la maison et que c'est à la femme de rester à la maison, accoucher, élever les enfants, garder la maison, etc., etc. Parce que moi-même, ma mère a pris 3 années de congé maternité pour ma petite sœur. Et ça m'a vraiment marqué de ouf. Parce que du coup, elle a vraiment mis 3 ans de sa vie en parenthèse pour élever ses 3 enfants. Parce que du coup, j'ai 6 ans d'écart avec ma sœur, donc j'avais 6 ans quand elle est née. Et mon frère en avait 4, puisque du coup, ils ont que 2 ans entre eux deux. Et bref, du coup, c'est quelque chose qui, moi, est ancré dans ma culture globalement. J'ai grandi avec un modèle assez patriarcal. Et puis même après, en fait, même dans la société encore aujourd'hui, hein, les hommes gagnent plus que les femmes. Une femme qui aime l'argent, c'est une femme qui est mal vue, qui est vénale. Enfin voilà, ça d'ailleurs, on me l'a déjà dit plusieurs fois, mais toi t'es vénale parce que t'aimes trop l'argent, il y a que l'argent qui t'intéresse, etc., etc. Alors du coup, l'argent m'intéresse, mais c'est pas la même chose de dire je fais de l'argent que j'aime l'argent. Et pour moi, l'argent, en fait, c'est quelque chose que je vois comme une énergie. Et pas que comme un truc où, en fait, je gagne de la thune et en fait, après, je le dépense pour me faire kiffer. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, et c'est justement pour ça que je voulais vraiment te faire un épisode avant même de te donner mes conseils pour faire du business en ligne et générer de l'argent et ensuite le réinvestir, etc. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même adopté ce mindset-là. Ce mindset un peu... en fait, j'en ai marre que l'argent, ça soit un truc qui parle que aux hommes, qui soit des sujets que liés aux hommes et que les femmes, c'est tabou. J'en ai marre d'en avoir un peu cette image de la femme qui doit rester à la maison, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit que j'allais te faire un guide un peu de 10 choses. Donc ça peut être des leçons, ça peut être des outils, ça peut être des choses que je suis moi-même en train de mettre en place, mais 10 choses qui font que je suis dans ma Rich Feminine Era. Et je me suis rendu compte de ça parce que depuis que j'ai changé certains trucs, depuis que je me suis mis dans des objectifs de faire ci, de faire ça, je gagne plus d'argent, mais surtout, mon rapport avec l'argent a énormément changé. Je parle surtout pour les personnes qui sont françaises et français. En France, l'argent est quelque chose qui a toujours été très mal vu. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est toujours un con, c'est toujours quelqu'un qui se prend pour je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui a niqué le système à un moment donné, c'est quelqu'un qui a niqué les gens à un moment donné. Bref, tous les gens qui gagnent de l'argent en France sont mal vus par les gens qui gagnent moins d'argent. Alors que, je vais te faire un dessin, je pense que tu le sais, hein, mais par exemple aux États-Unis, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui va inspirer les autres à faire de même. Alors qu'en France, on va avoir tendance à le jalouser, l'envier, lui casser du sucre sur le dos, lui trouver des excuses, dire mais oui, mais lui il a réussi parce que si, parce que ça, parce que machin. Il a réussi parce qu'il est né dans une famille riche. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il est né dans une famille riche qu'il allait devenir riche. Hein. S'il est devenu riche, c'est parce qu'il a continué à faire ce que sa famille faisait, mais je connais aussi beaucoup de gens qui auraient pu faire beaucoup de choses dans leur vie et qui ne l'ont pas fait parce que ils ont laissé passer leur chance et qu'en fait ils avaient un gros poil dans la main. Donc voilà, cet épisode-là, il est vraiment pour aider les femmes à sentir cette énergie de l'argent parce que c'est quelque chose qui est très tabou. Mais en fait, c'est tellement facile de dire oui, mais moi je peux pas parce que j'ai des enfants, mais parce que je peux pas travailler, mais parce que je peux pas demander plus d'argent, mais parce que je suis mère célibataire, mais parce que je peux pas voyager. Enfin, tu vas le voir d'ailleurs, c'est un des points dont je vais parler. Mais en fait, mon objectif là, c'est vraiment de te faire changer de vision sur l'argent et que toi aussi, tu attires l'argent à toi. Donc je commence par le numéro 1, qui est une action à mettre en place, et ça va être de prendre ta place au lieu d'être spectatrice. Je m'explique, on est dans un monde où si tu ne vas pas chercher ta place, personne va venir te la donner. Mais vraiment, mais personne. Déjà parce que les gens sont auto-centrés sur eux. Donc ce qui compte, c'est eux, la place qu'ils ont dans un groupe, dans une société, dans une entreprise, dans un couple, dans n'importe quelle relation en fait, même envers eux-mêmes, la fierté qu'ils ont envers eux-mêmes, etc. Et c'est vrai que du coup, si je te dis ça, c'est en lien avec l'introduction, et c'est pour ça que je commence par ça, mais c'est parce que je trouve que nous, les femmes, on a toute notre vie eu ce truc de « il faut qu'on se mette en retrait ».
Encore une fois, c'est à elle de rester à la maison pour s'occuper des gosses, c'est à elle d'accoucher, de prendre un congé maternité. Et je m'en suis rendu compte avec ma propre expérience personnelle, et du coup je vais t'expliquer ça. Je suis avec un Suisse, et comme tous les Suisses, ils parlent très calmement, très diplomatiquement, de façon neutre. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que du coup, ça me permet de canaliser en fait mon impulsivité. Des fois, je suis trop excitée pour certains trucs, etc., etc. Et en fait, du coup, au début de la relation, mon côté où justement où je parle fort, j'ai une voix grave, je rigole fort. C'est vrai que quand je suis dans un groupe, j'aime bien qu'on écoute quand je parle, j'aime bien qu'on me regarde quand je parle, j'aime bien quand je dis quelque chose que je considère d'intéressant d'être au centre de la discussion. Et ça, je l'assume complètement. Et c'est vrai qu'en fait, il m'a fait quelques remarques. Alors, c'était pas du tout pensé à mal ou pour me rabaisser ou quoi, mais c'est vrai que voilà, il me disait souvent, quand je parlais super fort, typiquement, genre là, je pense que je suis en train de parler super fort, et qu'on est au resto ou quoi, il va me dire, on n'est pas tout seul. Genre en mode tu parles super fort, genre s'il te plaît baisse d'un ton, limite tu me fais honte quoi. Pareil quand je rigolais super fort ou quand je faisais plein de trucs en fait en public, surtout quand on est que tous les deux, il m'a jamais fait de remarque, mais quand on est en public il m'a souvent dit ça. Ou par exemple, je sais pas, on était à un dîner avec des amis dans un groupe et en fait en rentrant il va me dire t'as quand même vachement monopolisé la parole, j'aurais voulu que Bidule parle de ci, parle de ça, etc. Et en fait du coup naturellement, et c'est normal parce que c'est l'humain qui est fait comme ça, surtout quand on tient à la personne en face. En fait, naturellement, j'ai commencé à me mettre en retrait. J'ai commencé à beaucoup moins parler en groupe, à laisser parler les autres. Et du coup, de manière générale, j'ai commencé à juste beaucoup moins parler tout court. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que ça m'a aussi propulsé cette envie de faire un podcast parce que du coup, là, ça y est, enfin, je peux parler pendant 3 heures devant une caméra avec mon micro solo et te parler à toi et faire passer mon message. Et je peux le faire passer en parlant super fort, en faisant tous les gestes que je veux. Et ça dérange personne, il y a personne qui va me juger, je suis toute seule dans la pièce. Et en fait, du coup, j'ai commencé un petit peu à m'éteindre. Et ça, je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit, c'est quand même ouf parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, justement, une des premières choses, je crois, que tu m'as dit que t'aimais chez moi, c'est mon côté un peu excentrique, qui parle fort, qui rigole fort, qui est speed, qui bouge, qui aime créer des groupes. Et du coup, si j'aime créer les groupes, c'est que j'aime aussi en être au centre de ces groupes-là. C'est pour ça que j'adore le côté aussi organisation, j'adore organiser pour les autres, d'être un pilier, en fait, constamment. Et je lui dis là, en fait, t'es juste en train de me dire l'inverse et c'est des conversations qui sont pas forcément agréables, mais en fait je lui ai dit est-ce que finalement genre moi j'ai accepté de m'éteindre mais je vois qu'au final ça ne règle pas vraiment le problème que toi t'as, parce qu'en fait je me suis rendu compte, et comme pratiquement tout dans la vie, quand quelqu'un te fait un reproche, une remarque ou quoi, en fait c'est son propre miroir. Et du coup comme je te disais, voilà, mon mec il est suisse, il parle hyper calmement, de façon hyper diplomate, il est neutre. Et je pense qu'il y a une part de lui qui aimerait avoir ce truc que moi j'ai, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'aura quand il parle, que quand on est dans un groupe, tout le monde l'écoute, etc., etc. Et moi, je l'ai poussé à vraiment faire plus ça. Et du coup, je pense que des amis à lui qui le connaissaient il y a 10 ans, même 5 ans, pourront dire que en fait, c'est plus la même personne. Même sa maman m'avait dit que du coup, depuis qu'il était avec moi, il avait vraiment pris en maturité, en confiance en lui, voilà, il s'épanouit, il réalise ses rêves, etc. Et moi, j'adore faire ça chez les gens, donc c'était très bien. Mais au final, ça m'a appris ce truc numéro un. Si tu veux être dans ta rich feminine era, il faut que tu prennes ta place. Et même face à ton propre mec, il faut que tu lui dises je m'en bats les couilles. En fait, si j'ai envie de parler fort, je parle fort. Si j'ai envie de faire mon intéressante, je fais mon intéressante. Si j'ai envie de parler que de thunes, je parle que de thunes. En fait, sois toi, prends ta place. Et si ça ne va pas aux autres, c'est que les autres ont un problème avec eux-mêmes. C'est que ça renvoie quelque chose envers eux-mêmes en mode genre ah mais moi aussi j'aimerais être comme ça. Parce que par exemple moi, je me suis jamais dit ça sur lui. Et je me dis rarement ça sur les gens. En fait, je me dis rarement elle, on a entendu qu'elle toute la soirée, ou lui machin ou quoi. Parce que en fait, genre moi, je suis bien avec moi-même, avec ma personnalité, mon caractère. Je sais que j'ai ce truc-là. Voilà, après, je sais qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai vraiment envie de faire des efforts, genre de ma manière de parler aux autres, mais du coup, c'est différent pour moi. Et c'est juste que en fait, attends pas d'être parfaite pour prendre ta place. De toute façon, tu seras jamais parfaite. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir l'équilibre 80-20. Genre, si t'es à 80% du truc, let's go. Même 60, en fait, on s'en fout, faut que t'y ailles, tu vois. Prends ta place parce qu'en fait, personne ne va te la donner. Ça, c'est vraiment une fois que déjà tu t'es dit, ok, maintenant, j'assume la place que je veux avoir dans ce groupe, dans cette société, dans cette entreprise, dans mon couple, dans ma famille ou quoi, tu verras qu'en fait, ça va t'aider justement à mettre en place la suite des outils. Ensuite, le point numéro 2, ça va plutôt être un point mindset, et c'est un point que je suis encore en train de travailler. Donc tu vois, il n'y a vraiment pas de suite logique dans cet épisode, je le fais toujours en fonction de mon flow. Mais c'est assume tes responsabilités au lieu
de te trouver des excuses. Et donc là, je vais m'expliquer. C'est que, en fait, j'ai remarqué que les femmes, on prenait souvent plus des excuses pour procrastiner. Toujours ce sujet de la procrastination et je suis la première. Je suis la première parce que ça fera l'objet d'un épisode de podcast. Mais comme tu sais, en novembre, j'ai eu une nouvelle qui m'a pas mal chamboulée dans ma vie. Et bref, du coup, ça fait des années que je me plains de mon ventre, de l'aspect de mon ventre. Mon ventre, il est gros, mon ventre, il est gonflé, mon ventre, il est flasque, mon ventre, il tombe, mon ventre ceci, mon ventre cela, alors que je n'ai jamais été enceinte en plus. Et en fait, à chaque fois, je prenais l'excuse de, tu vois, quand je devais créer du contenu et qu'en fait, j'avais la flemme, mais du coup ça c'est encore un autre sujet que je vais aborder après. Je prenais toujours ça comme excuse pour ne pas créer de contenu. Mais en fait, juste assume ce putain de ventre, travaille pour ne plus l'avoir si vraiment c'est un de tes fucking complexes et let's go, vas-y en fait. Sinon, ne viens pas te plaindre de ne pas avoir réussi. Et en fait, c'est ça en ça où je dis qu'il faut assumer ses responsabilités, c'est parce qu'en fait, on va souvent se mettre en victime pour justifier sa non-action, alors qu'en fait, enfin, moi, si j'étais en face de moi-même à ce moment-là, que j'avais une amie, j'aimerais juste qu'elle me dise ta gueule. En fait, on s'en fout de ton ventre. T'es très bien comme t'es. Si t'aimes pas, change-le dans tel angle, mets-le comme ci, mets-le comme ça, mais crée ton contenu. Fais ton fucking sport avec tes abdos comme tu l'entends. Enfin bref, avance quoi. Et du coup, bah moi, c'est un exemple que j'ai moi vraiment super concret, mais tu vois, c'est la même chose si... alors je sais que voilà, des femmes qui ont des règles archi douloureuses, qui sont dans la ménopause ou qui ont l'endométriose, ce genre de choses, voilà, ces personnes-là, elles ont l'excuse de, mais pareil, à un moment de ma vie, quand je passais au stérilet, que j'ai beaucoup plus mal en fait quand j'ai mon cycle, bah pareil, en fait, c'était une excuse pour rester au lit et ne rien faire. Mais en fait, non. En fait, adapte du coup ta to-do list en fonction de ton cycle. C'est pas tant le fait de rien faire, hein, le problème. C'est plus de prendre ça comme une excuse et de ne pas chercher de solution. Et justement, de base, moi, j'ai quand même plutôt une personnalité où pour moi, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Rien n'est infranchissable. Au pire des cas, si tu as vraiment une douleur ou vraiment un problème à régler, soit ça va t'apprendre quelque chose, soit tu vas changer de direction ou de chemin pour être encore plus aligné à toi. Et pour moi, être dans sa rich feminine era, ça va exactement avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas dire oui, mais lui, il gagne plus d'argent, donc forcément, c'est plus facile pour lui d'investir, ou elle est plus belle, donc forcément, elle a plus de collabs, plus de partenariats, elle est plus charismatique. Non, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, comme je te disais un peu avant, d'envier les gens. Inspire-toi. Dis-toi, tu vois, genre moi, typiquement, une meuf qui a le ventre archi plat, je me dis, wow, mais en fait, comment est-ce qu'elle fait? Je vais aller chercher, je vais lui envoyer un DM, je vais lui poser la question, mais comment tu fais ci, mais comment tu fais ça? Et en fait, bon, après, du coup, c'est lié à d'autres problèmes de santé et aussi pas mal de trucs dans la tête. Je ferai un épisode là-dessus plus tard. Mais je travaille encore là-dessus parce que il faut que tu assumes ta responsabilité. Il faut que tu assumes chaque dépense que tu fais qui te désapproche de ton objectif financier, de faire ces chiffres-là. Il faut que tu assumes que peut-être pour un lancement, pour quelque chose, tu as vu trop grand. Et du coup, tu n'as pas atteint ton objectif. Et en fait, c'est pas grave. Juste, en fait, encore une fois, il faut assumer d'avoir mis trop d'objectifs ou pas assez. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important, en fait. Ça va finalement un peu avec le point numéro 1. Quand tu prends ta place, tu dois aussi assumer d'avoir cette place-là, d'avoir ce rôle-là. Et du coup, ça ne va pas à toutes les personnalités, on s'entend. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose où voilà, je me suis dit, ça va avec la confiance en soi aussi. Au final, il faut que j'assume plus, du coup, quand je fais quelque chose de pas bien, savoir pourquoi je l'ai pas fait bien, comment je peux trouver une solution pour le faire mieux. Et du coup, ça m'apportera que du positif et encore plus de fierté envers moi-même. Ensuite, le troisième point, c'est encore lié au mindset. Ça va être affronte tes peurs au lieu de les laisser te paralyser. C'est un sujet que je parle beaucoup, la peur, qui est pour moi souvent très liée à la zone de confort. Et c'est vrai qu'en fait, globalement, je trouve qu'aussi les femmes, on est plus avec des peurs, on se met plus de barrières avec nos peurs, alors qu'un homme, il va avoir tendance à beaucoup plus foncer sans trop se mettre de barrières. Les femmes, ça va surtout être lié au jugement des autres, et surtout d'ailleurs vis-à-vis des autres femmes, plus finalement que les hommes. Ça va être, oui, principalement ça en fait. Et ça va paralyser, et du coup, ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et du coup, le seul conseil que j'ai et que j'ai déjà donné, c'est d'aller au-delà de tes peurs, sors de ta zone de confort, prends des risques. Et tu vas voir que souvent, c'est en lien avec tes propres objectifs. Genre par exemple, moi, de base, si t'as pas suivi, je suis quelqu'un qui a peur du vide. Et en fait, quand j'étais pendant mon tour du monde, on était au Pérou et on avait la possibilité de faire une via ferrata accrochée à la vallée sacrée du Pérou. Quelque chose que vraiment je me suis dit mais jamais de ma vie je vais y arriver. Vraiment c'est impossible, je suis une trouillarde finie, même monter sur une échelle c'est un enfer. Au final je l'ai fait. Et du coup à la fin
j'en ai appris tellement sur moi, sur même ma relation avec mon couple, parce que du coup je l'ai fait avec mon mec, etc., que du coup j'ai pris confiance en moi, j'ai pris en fierté, je suis sortie de ma zone de confort, je me suis dit que j'étais capable de le faire, et au final après ça a joué sur ce truc de un peu se jeter dans le vide sans parachute, et en fait après c'est ce que j'ai exactement fait en lançant du coup mes business en ligne, parce qu'en vrai j'avais pas vraiment de compétences là-dedans. Je savais juste quelle était ma mission et ce que je voulais en faire. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est un peu en mode, je vais pas y arriver. Non, mais moi, je vais pas faire autant de chiffres. Non, mais moi, j'ai pas la crédibilité, j'ai pas la légitimité. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, le fait de l'avoir fait, j'ai gagné confiance en moi, mais j'ai gagné aussi en compétences. J'ai gagné plus d'argent. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai vraiment intégré là-dedans dans ta Rich Feminine Era, parce que le but de passer outre tes peurs, c'est que ça va te faire aussi gagner plus d'argent. En fait, quand tu vas prendre des risques, tu vas te rendre compte que tu vas gagner plus d'argent. Et j'en ai parlé avec très peu de femmes entrepreneurs qui font beaucoup de chiffres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, elles m'ont toutes dit la même chose. Elles m'ont toutes dit, à chaque fois que j'ai fait mes meilleurs lancements, mon meilleur chiffre d'affaires, c'est quand j'avais plus d'argent. C'est quand j'ai testé des nouveaux trucs, quand j'ai fait mes propres techniques marketing et que personne n'y croyait. À chaque fois. Vraiment. Donc, encore une fois, il faut s'écouter, mais il faut surtout péter ces barrières de peur, sortir de sa zone de confort. Donc, challenge-toi, challenge-toi, challenge-toi. Vraiment, moi, c'est mon maître mot de 2025. Je me suis mis un challenge par mois de moi vs moi. Parce que je me rends compte que plus tu as confiance en toi, plus finalement tu es créatif, tu as envie d'essayer des choses. Et en fait, c'est en essayant des choses que on est dans une énergie plus positive envers l'argent. Ensuite, la quatrième, ça va être une action. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même passer à l'action. Et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu deviennes experte au lieu de rester dans l'approximation. Pareil, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast. Je t'avais parlé d'une de mes coachées que j'ai réussi à faire passer à 1500 euros par mois de clients à 4500 euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle avait une compétence ultra nichée. Elle était experte dans son domaine et l'expertise, c'est quelque chose qui se paye. Vraiment, 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 vraiment. Et c'est pas pour rien, par exemple, que des fois, tu vois, pour prendre un sujet peut-être un peu plus léger, une prothésiste ongulaire, en fait, qui facture 20 balles et une prothésiste ongulaire qui facture 100 balles. Je dis pas que celle à 20 balles, elle va faire un travail horrible, mais en tout cas, celle qui va te facturer 100 balles, c'est parce qu'elle sait qu'elle est experte, qu'elle va vraiment prendre soin de tes ongles, qu'elle va vraiment faire un travail d'artisan sur tes mains. Et du coup, ça se paye en fait. Si la personne, elle utilise des produits de merde, qu'elle bâcle son travail, qu'elle sait faire que des trucs simples, en fait, oui, tu peux pas facturer cher parce que tu n'es pas experte dans ton domaine. Et en fait, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris cette année. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours considéré que j'étais une experte de la création de contenu. Et au final, après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens me suivent sur les réseaux ? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour ma création de contenu, c'était vraiment plus pour mon lifestyle, ma personnalité, ma vision de la vie. Et en fait, quand j'ai voulu me lancer dans le business, au début, j'ai voulu me lancer avec mon mec. Et on voulait faire un truc en lien avec la création de contenu. Parce que vraiment, on est passionné de ça. Moi, j'adore ça, j'adore créer, j'adore retoucher, j'adore monter, etc., etc. Mais au final, je me suis dit non, ça me convenait pas vraiment et à lui non plus. Finalement, de tout faire à deux tout le temps. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que mon niveau d'expertise par rapport à son niveau d'expertise en création de contenu, il était quand même vraiment beaucoup plus bas. Le mien. Lui, il est un level vraiment au-dessus. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça va me frustrer, je me connais, ça va me frustrer de facturer des choses où en fait les gens vont être en attente du travail de mon mec plutôt que de mon travail à moi. Et du coup, je me dis qu'à long terme, ça peut créer une espèce de mini compétition entre nous et j'avais vraiment pas envie de ça. Donc je me suis dit, ok, du coup, il faut que je me mette experte dans autre chose. Et du coup, là, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à potasser de ouf, j'ai commencé à faire mon biz de mon côté. Et en fait, t'as pas besoin d'être ultra, ultra, ultra niché au début. Il suffit juste que tu affines avec le temps et que tu sois toujours aligné avec toi et ton pourquoi. Et du coup, moi, au début, je me suis dit, vas-y, je vais devenir experte voyage. Trop stylé. C'est ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Franchement, aujourd'hui, tu me dis, est-ce que tu préfères créer du contenu dans un studio pour shooter de la skincare, des mariages ou des machins, ou est-ce que tu préfères voyager et faire des revues sur les hôtels que tu fais, les machins, je préfère largement la deuxième option, tu vois. Et c'est en ça où du coup je me suis dit, ah ouais, en fait, franchement, si je fais un business autour de la création de contenu, je pense que ça va un peu me gonfler parce que si j'ai des coachés en mode, moi, je veux shooter typiquement de la skincare en studio, je veux shooter des portraits, mannequins mode, des trucs comme ça, je me suis dit, non, en fait, c'est trop loin de moi, c'est pas mon truc, genre moi, c'est vraiment le voyage, mon truc. Donc, du coup, j'ai la création de contenu en voyage,
où du coup je fais du coaching aussi là-dessus, voilà, les personnes qui aiment vraiment ma retouche, vraiment mon style, ma vision du voyage, etc. Et après j'ai développé d'autres choses, donc du coup comme tu sais j'ai mon tout petit programme Le Passeport qui permet du coup d'organiser ses propres vacances soi-même. Après du coup je fais du coaching pour aider du coup les femmes à devenir travel planner, donc ça c'est tout ce qui est en lien avec voilà, l'organisation de voyage, du coup comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, comment est-ce qu'on crée un compte Instagram pour trouver des clients, pour développer sa communauté sur les réseaux, comment est-ce qu'on facture bien un client, comment est-ce qu'on se protège juridiquement, enfin tout ça. Donc ça je le fais vraiment en mode coaching. Après j'aide carrément les gens à scaler, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup je voulais vraiment trouver un truc à moi où je suis experte, et c'est vrai que du coup le travel planning c'est genre moi. En vrai c'est parce que c'est beaucoup d'orgas, c'est que du voyage. Du coup je passe ma vie à organiser des voyages. Enfin maintenant je le fais plus trop moi, mais voilà c'est mon équipe aussi qui m'aide à faire ça. Et c'est vrai que j'aime trop ça. Vraiment, j'aime trop ça. Ça, pour le coup, je pourrais vraiment faire ça du matin au soir et l'apprendre aux autres encore plus, finalement. Et du coup, tu vois, j'y suis vraiment allée petit à petit. Au début, enfin, moi, la création de contenu, j'adore ça, mais c'est juste que c'est moins quelque chose que je me verrais transmettre aux autres parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté hyper artistique, vraiment propre à chacun. Alors que pour moi, tu vois, le travel planning, ce que j'aime trop en ça, c'est qu'en fait, je peux juste avoir une nana motivée de vivre géographiquement et financièrement libre, seule, indépendante. Ça me motive en fait. Mais parce que c'est en lien avec le voyage. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'ai monétisé, tu vois, avec le temps. Au début, bien sûr que non, tu vois. Mais je suis tellement devenue de mieux en mieux une meilleure travel planeuse, avec les meilleurs outils, avec les clients fidèles, avec la communauté que je me suis créée sur les réseaux qui me permet d'avoir des clients. J'ai changé ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux, etc. Que c'est quelque chose qui se monétise forcément. Et c'est en ça où du coup je te dis que là, il faut que tu prennes action pour essayer de savoir en quoi tu veux devenir une experte, ou en tout cas qu'est-ce qui est monétisable en termes de compétences chez toi, et il faut que ça soit quelque chose que tu aimes faire par-dessus tout. Je vais t'expliquer après dans un autre point pourquoi. Ensuite, le 5e point, ça va être de fixer tes standards au lieu de tout accepter. Ça, c'est aussi un sujet, si tu me suis depuis quelques temps, qui est plus difficile pour moi, mais que j'arrive de mieux en mieux à mettre en place. Donc c'est pour ça que du coup, je me permets de te donner des conseils là-dedans. Mais en fait, j'y croyais pas du tout au début. Mais ça va beaucoup justement dans cette rich feminine era. Mais en fait, la valeur que tu vas te donner, qu'elle soit liée à l'argent ou pas, ça va juste transformer ta vie. Vraiment. Si tu te donnes une mauvaise valeur de toi-même, si tu as l'impression que ce que tu fais c'est nul, que tu es hésitante, grosso modo que tu as le syndrome de l'imposteur, et ça m'arrive, certains jours je me sens comme la meilleure des girl boss, et puis le lendemain je me sens comme la pire des merdes. Donc c'est complètement ok d'avoir des downs, hein. L'idée c'est pas que tu puisses faire ça tous les jours, mais vraiment de savoir ça, ta valeur, ça va changer ta vie. Parce qu'en fait, tu vas manifester ta valeur. Du coup, ça va parler aux gens. Comme je t'ai dit, la vie, c'est qu'un miroir. Et du coup, voilà, si, je sais pas, genre tu te dis, moi, mon produit, j'estime qu'il vaut 300 €. Moi, mon salaire mensuel, j'estime que ça vaut 3 000 €. Et en fait, c'est que ça vaut ce prix-là. Et il faut en aucun cas te brader, accepter des choses plus basses. Parce qu'en fait, plus tu vas accepter des choses basses, plus tu vas perdre confiance en toi, justement. Et ça, c'est le cerveau qui est fait comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent dans mes coachings, j'ai souvent la question des filles qui me disent, mais comment ça se fait que genre toi, tu fais que augmenter tes prix et tu fais genre jamais de réduction, ou très très peu, genre je dois faire une promo dans l'année, alors que genre je vois partout des gens qui font tout le temps des promos, qui mettent des produits du coup super chers et qui en fait les bradent, etc. Et ce que je leur réponds, et ça c'est vraiment propre à chacun, donc c'est toi que tu fais comme tu veux, mais en fait pour moi c'est tellement plus gratifiant envers moi-même de augmenter le prix de mon produit chaque mois, chaque trimestre, chaque année, et de me dire qu'en fait j'ai pas besoin de faire de promo parce qu'en fait ça se vend tout seul, que faire l'inverse, c'est-à-dire tu vois par exemple mon produit Le Passeport, quand je l'ai sorti il était à 147 €, aujourd'hui il est à 347 €, et en fait je préfère 1000 fois me dire que j'ai fait ce gap là parce que ça veut dire que mon produit il est bon, ça veut dire que mon produit il plaît, ça veut dire que moi la valeur que je mets dans ce produit là elle est bonne. D'ailleurs pour le premier trimestre 2025 on est parti sur l'étude de cas le Pérou, donc on est en train d'organiser 21 jours au Pérou. Donc si jamais tu veux accéder à toutes les études de cas, elles sont dans mon programme Le Passeport. Je te mettrai le petit lien en description. Mais pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant que par exemple, tu vois, si j'ai mis mon programme à 900 € et que en fait tous les mois tu me voyais me faire une réduction à 300 balles, en fait, je me dis juste que je dévalorise mon travail, que j'ai donné toute mon énergie dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que éthiquement parlant, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, ça laisse sous-entendre que t'es prêt quand même à vendre à 900 balles à certaines personnes et à 300 à d'autres. Et moi, ça
ça vient trop trigger mes valeurs. Pour moi, c'est no way. Genre, pour moi, les gens, ils doivent... Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais jamais de promo, parce qu'en fait, pour moi, les gens doivent tous payer le même prix. Et pourquoi j'augmente mon prix? C'est parce que j'ai augmenté la valeur du produit. Donc, tu vois, par exemple, dans le passeport, tous les trimestres, on rajoute une étude de cas sur un pays où on organise tout de A à Z ensemble pour que tu puisses voir en fait à quoi ça doit ressembler à la fin de ton voyage. Et on fait aussi bien sûr des mises à jour sur certains documents, sur certaines vidéos, etc., etc. Et donc ça, du coup, ça fait augmenter la valeur du produit. Et je suis beaucoup plus alignée avec ça que de brader mes prix, brader mes programmes ou faire des gestes commerciaux à certaines et pas à d'autres. Enfin ça, moi, c'est des pratiques commerciales et marketing que vraiment je n'ai jamais fait et que je pense ne jamais faire, très honnêtement, parce que je suis pas OK avec ça, quoi. Et ma valeur, c'est la chose la plus importante. Et du coup, ça, c'est vraiment lié aussi à mon autre étiquette de créatrice de contenu influenceuse, où en fait, je suis OK de vendre mon Reels, ma story à un certain prix, mais en fait, en dessous de ce prix-là, non, en fait. Parce que je sais que je vends de ouf, je sais que je transforme de ouf, je sais que la marque va faire un bon chiffre d'affaires sur mon dos, et je sais aussi comment ça marche. Et en fait, en général, les gens, ils proposent une story par-ci, un Reels par-là, et en fait, ça marche pas comme ça. Genre, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'avoir de la confiance, ils ont besoin de voir 6 ou 7 fois le produit avant de passer à l'acte d'achat, ils ont besoin de le voir dans mon quotidien, c'est quelque chose que moi-même, j'ai besoin de vraiment tester longtemps avant, donc ça prend du temps. Et au final, tous les trucs qui me contactent en mode genre oui, on fait une offre Black Friday, 48 heures, on t'envoie notre produit et t'en parles en story, non en fait. Genre ça, j'ai toujours dit non. Et je pense que du coup, tu le vois sur les réseaux, je fais quasiment pas de placement de produit parce que en fait je suis pas ok aussi pareil de deal avec ça. J'en avais parlé aussi dans l'épisode Je ne suis pas celle que vous pensez, où je t'explique clairement genre pourquoi est-ce que moi je me considère pas comme une influenceuse, ou en tout cas pas comme une influenceuse classique comme on entend et comme on voit beaucoup sur les réseaux. Je t'invite à aller le lire si ça t'intéresse pour connaître un peu plus sur moi. Mais pour moi, la valeur, c'est vraiment méga, méga, méga important. Après, à contrario, tu vois, je suis pas là à facturer 5000 balles mon heure de coaching, parce que je me sens pas encore assez experte dans certains domaines et parce que c'est un chiffre avec lequel je suis pas encore ok, et en fait ça me mettrait trop de stress, de transformation pour ma coachée, etc., etc. Donc vraiment, pose-toi les questions. C'est quoi ta valeur, c'est quoi la valeur que tu veux donner aux autres? Et donc là, on est dans un épisode un peu sur l'argent, etc. Mais en fait, globalement, pose-toi la question, c'est quoi la valeur que tu veux donner aux autres aussi? En quoi tu voudrais que les gens te reconnaissent, tu vois? Ensuite, le 6e point, finalement, je pense que c'est le point avec lequel je suis le plus à l'aise de parler. Parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est trop sous-estimé ou sous-coté en tout cas. Il va vraiment falloir que tu maîtrises ton temps au lieu de subir une fausse liberté. Le temps, c'est pour moi la chose qu'on a de plus précieux. Et pour gérer au mieux et contrôler au mieux son temps, il va falloir que tu sois organisé. Donc l'organisation, moi, je maîtrise ce domaine à la perfection. J'adore ça, j'adore être organisée. À un moment donné, j'avais un peu douté de moi parce que j'avais eu pas mal de remarques en mode « Ah, mais t'es tellement surorganisée qu'en fait, t'en es plus du tout spontané, plus authentique, etc. etc. » Notamment sur mes réseaux. Sauf qu'en fait, pour moi, l'organisation, l'authenticité et la spontanéité, c'est 3 choses complètement différentes. Et pour moi, c'est pas parce que je suis surorganisée que je peux pas être authentique et que je peux pas être spontanée. Dans le sens où, là, je suis organisée. Par exemple, j'ai organisé mes épisodes de podcast, mais tu vois, quand je parle, je ne lis absolument pas de prompteur, donc je suis spontanée et authentique. Quand je te partage des choses sur Instagram, crois pas qu'en fait les gens, ils ont pris 3 photos puis hop, ils ont posté ça spontanément. Never. Il y a toujours une part de réglage, de se dire « Ah, je vais quand même poster à cette heure-ci parce que ça va quand même mieux marcher à cette heure-là, nanana, nanana. » Et du coup, ça, excuse-moi, mais c'est pas du tout de la spontanéité. Du coup, par contre, tu peux être authentique sur les réseaux pour autant. Et à contrario, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais être en train de bosser dans un café avec mon mec, et puis on voit qu'il va y avoir un méga sunset, trop beau, etc. Et je dis, vas-y, on arrête de bosser, on va à la plage, on va kiffer, on va boire une coco, quoi. Ça, c'est de la spontanéité. C'est en mode genre, ok, spontanément, on se dit, vas-y, on arrête de bosser, c'était pas prévu, tu vois. Et pour moi, dans ton organisation, tu dois être capable d'intégrer les imprévus. Et c'est ça que j'adore faire, et c'est ça que j'adore faire aussi en travel planning. D'ailleurs, quand j'organise les voyages pour mes clientes, c'est principalement ça que j'adore faire. C'est ce côté, justement, t'es organisé, t'es dans le contrôle, du coup tu kiffes, tu te lèves le matin, tu dépenses 0 énergie à réfléchir, franchement c'est trop bien, mais tu sais que tu vas avoir une part d'imprévu. Et pour moi, c'est la grosse différence entre une femme qui est dans sa rich feminine era, elle va être dans l'action, alors qu'une femme en fait qui n'est pas dans cette era-là et qui n'est pas organisée, elle va tout le temps être en réaction. Et ça, c'est hyper important de saisir la nuance. Pour moi, une femme qui n'est pas organisée, elle va passer sa journée à juste éteindre des feux. Elle va passer sa journée à courir après sa propre journée et du coup, elle va perdre de l'énergie, elle va perdre du temps. Et si tu ne me connais pas encore,
pour moi, 3 choses qu'une femme doit contrôler dans sa vie, c'est son argent, son temps et son énergie. Et quand elle a les 3, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable. Vraiment, tu peux te répéter ça dans la tête. Vraiment, une fois que tu as ces 3 choses-là, tu peux tout casser. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que le travail sur l'argent, c'est important, mais c'est pas le plus difficile. Après, le temps, c'est une question d'organisation, de gestion d'emploi du temps, de maîtrise, de refuser, d'apprendre à dire non. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et pour moi, le plus dur, c'est la gestion de l'énergie. Savoir vraiment mettre son énergie au bon moment, au bon endroit. Arrêter d'avoir la FOMO sur plein de choses. Donc je travaille encore dessus. Mais vraiment, pour moi, c'est tellement important. Limite, enfin, tu vois, genre après, enfin, prends ta place et après, organise cette place-là dans ton agenda. Comment est-ce que tu veux que tes journées soient organisées? Vraiment, il n'y a rien de pire que de se lever le matin et de devoir se dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Et en fait, tu as 1 milliard d'imprévus qui va arriver. Et en fait, c'est aussi pour ça que la plupart des gens arrivent à la fin de la journée et qu'ils ont l'impression de n'avoir rien fait. Et ça, en termes de confiance en soi, de motivation, il n'y a rien de pire. Donc, sois organisé, organise ton agenda correctement, laisse place à des imprévus, à de la spontanéité, à de l'authenticité, à ce que tu veux. Moi, dans mon agenda, j'ai tous mes rendez-vous personnels. Il y a Léa, qui du coup est mon bras droit maintenant. Elle, c'était ma podcast manageuse et elle est devenue mon bras droit. Et voilà, elle a très bien vu comment je gérais mon agenda. Je mets tous mes rendez-vous perso dans mon agenda. Mes rendez-vous chez le coiffeur, mes rendez-vous pour mes ongles, même les lunchs avec mes amis, je mets tout dans mon agenda. Parce que, en fait, j'ai envie d'avoir une vie sociale, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de mon couple, mais j'ai aussi envie de faire du business, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de voyager, j'ai envie de construire des maisons, j'ai envie de pouvoir aller voir mes parents sur un coup de tête à Bordeaux si j'ai envie de tout ça. Et du coup, si je veux pouvoir le faire, il faut que je sois organisée. Et du coup, mon point numéro 7 va avec la suite du point numéro 6, à savoir discipline-toi au lieu de céder à la flemme et à l'impatience. Ou en tout cas céder à quelque chose qui est un défaut chez toi. Je vais te parler de 2 gros défauts que moi j'ai dans mon business et dans ma vie de manière générale. Mon premier problème, ça va être la flemme. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai remarqué. Vraiment, tu sais, genre, par exemple, Seb va me filmer, ou même quand on faisait des vlogs, ou même je le vois avec des amis. En fait, on va tous, de plus en plus, avoir tendance à dire dans une phrase « j'ai la flemme ». J'ai la flemme de me lever, oh j'ai la flemme d'aller faire les courses, oh j'ai la flemme de l'appeler, oh j'ai la flemme de répondre à ce mail, oh j'ai la flemme de voir sa gueule, oh j'ai la flemme de tout. Et en fait, encore une fois, tout ce que tu te dis à toi, ton cerveau l'intègre. Et ton cerveau, des fois, c'est un peu bête et méchant, c'est-à-dire qu'en fait, soit il est avec toi, soit il est contre toi, mais il n'a pas d'entre-deux. Et du coup, en fait, quand tu te dis à longueur de journée, j'ai la flemme de, en fait, tu fais passer à ton cerveau que tu es quelqu'un de flemmard, donc la procrastination. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Moi, une de mes missions pour 2025, c'est, et là je fais méga gaffe, franchement je ne l'ai jamais dit, parce que je me suis dit que j'allais noter si je le disais, mais je ne dis plus j'ai la flemme. Au pire, je dis j'ai une baisse d'énergie, j'ai un manque de confiance en moi, ou un manque de sécurité, un truc qui fait pourquoi est-ce que je passe pas à l'action, mais hors de question que ça soit la flemme. Et je trouve que de plus en plus, les gens ont un énorme poil dans leurs mains. Vraiment, je trouve que de plus en plus, les gens ont la flemme de tout, sont blasés globalement de tout. Et du coup, ça va avec mon deuxième défaut, et c'est souvent lié à ce côté impatient. Et du coup, pareil, j'en ai parlé dans mon épisode juste avant sur l'impulsivité, où du coup, j'explique que je suis quelqu'un de plus en plus impatiente dû aux réseaux sociaux. Parce que on nous a, du coup, moi j'ai grandi dans une génération où en fait, j'ai grandi avec Internet qui était de plus en plus puissant. Et du coup, ça va aller que de pire en pire, je pense, dans le sens où, tu vois, genre j'ai envie de commander ma bouffe, elle est censée arriver dans 30 minutes. Je me dis, ah putain, c'est méga long. J'ai envie de faire un montage sur une vidéo, au final, je me rends compte que ça m'a mis 1 heure. Ah putain, c'est méga long. Enfin, tu sais, quand t'as ce truc de te dire, genre, allez, dépêche-toi, ou vite, ou ça me saoule, ou ça me stresse, ou machin, ou truc. Des fois, quand on doit shooter avec du sunrise, sunset, je suis en mode, genre, putain, vas-y, on n'a pas le temps là, ça me gonfle, j'arrive pas à faire ma photo. Enfin, ça, c'est de l'impatience. Et ça, c'est aussi super mauvais pour ta vie et ton business, si tu as un business, parce que ça déclenche de l'impulsivité. Et donc, du coup, on prend jamais de bonnes décisions dans l'impulsivité, première chose. Et deuxième chose, en fait, le fait d'être impatient, ça fausse, en fait, le processus dans lequel tu te mets de la vie. C'est-à-dire que monter une société, ça prend du temps. Être maman, ça prend du temps. Pendant 9 mois, tu dois attendre que ton bébé sorte. Avoir un couple solide, ça prend du temps. Construire une maison, ça prend du temps. Construire des amitiés solides, ça prend du temps. Tout prend du temps, ou en tout cas, tout ce pourquoi on travaille au quotidien prend du temps. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, en fait,
tu vas passer à côté de plein de moments et surtout du moment présent dans beaucoup de situations en te disant non mais ça me saoule, mais ça j'ai pas envie, mais machin, mes trucs. Et pareil avec la flemme au final. En ayant tout le temps la flemme, tu passes à côté de plein d'opportunités que tu aurais de grandir sur les réseaux sociaux, lancer ton business, aller voir ta grand-mère, apprendre quelque chose sur une formation, plein de choses. Et du coup, la discipline, c'est vraiment mon maître mot et j'en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres épisodes. Et la discipline, en fait, elle va te permettre, les jours où tu n'es pas motivé, de continuer ton process. Mais la motivation va te permettre de garder cette discipline et du coup, ce pourquoi tu fais les choses. Toujours cette histoire de pourquoi. Et du coup, en fait, il ne faut pas croire que tu es libre quand tu n'es pas discipliné ou quand tu n'es pas motivé. Pas du tout. Tu vas subir ta vie. Vraiment, 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 vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'avais déjà parlé une fois que moi, depuis que je suis rentrée du Tour du Monde, je suis dans un process où je suis en mode genre, ok, 50 sacrifices pour 50 ans de liberté. Parce que, en fait, je préfère sacrifier là 5 ans dans le sens où, voilà, je dépense beaucoup moins d'argent, tout ce que je gagne, je le mets de côté. Je fais vraiment attention à comment je dépense mon argent, comment je dépense mon temps et comment je dépense mon énergie, même si ça plaît pas à certains, c'est comme ça. Mais parce que, en fait, ce qui compte à la fin, c'est moi et ma liberté. Et la liberté, pour moi, c'est une des valeurs les plus fortes avec le travail et la reconnaissance, comme tu le sais. Et du coup, j'ai juste envie de pouvoir me sentir libre et justement, le matin, un jour dans ma vie, de me dire, vas-y, je m'en fous, je mets pas de réveil. Il peut se passer n'importe quoi sur cette planète, je m'en fiche. Genre, j'ai des revenus passifs qui tournent tout seuls. Je peux me faire un kiff de pas me lever pour aller travailler, quoi. Et la discipline aide vraiment à ça. Ensuite, le 8e point, c'est un point sur lequel je travaille en ce moment, donc je vais essayer de donner quand même un maximum de clés, mais c'est de vendre avec assurance au lieu de procrastiner. Et c'est un point qui ne parle pas que aux personnes qui ont un business, en vrai, parce que dans la vie de tous les jours, on doit se vendre à un moment donné, tu dois bien trouver un travail, et du coup tu dois te vendre pour ça. Après même des fois, je considère qu'on doit un peu se vendre auprès de ses enfants pour qu'ils nous considèrent comme étant le meilleur parent. Enfin, il y a toujours ce côté un peu genre tu dois vendre quand même quelque chose à quelqu'un à un moment donné. Et en fait, là où je trouve qu'on est vraiment dans sa rich feminine era, c'est quand on a conscience que la femme a un magnétisme qu'un homme n'a pas au niveau de la vente. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les hommes, j'écoute énormément de leurs conseils. Hein. Franchement, tous ceux qui sont dans le groupe, c'est tout en des pépites, ils sont méga patients avec moi. Mais en fait, tu vois, je vais les écouter et prendre leurs conseils sur des points techniques de mon business. Donc voilà, des choses vraiment très très pointues, très précises, comment est-ce qu'on met ça en place, comment est-ce que machin. Par contre, je ne leur demande pas et je n'écoute pas d'ailleurs aussi leurs conseils en termes de marketing, en mode genre comment je dois vendre mes produits. Parce qu'en fait, l'homme n'a absolument pas la même conscience au niveau de la vente qu'une femme, je trouve. Je connais pas toutes les femmes de ce monde, bien sûr, on n'a pas tous la même éthique, les mêmes valeurs, mais par exemple, moi, j'ai considéré en fait qu'il y avait un peu 3 étapes clés dans ma manière de vouloir vendre ce que j'avais à vendre aux autres et principalement aux femmes, parce que d'ailleurs je préfère quand même vendre aux femmes. Déjà, c'était mon pourquoi. Et tu sais que c'était ma mission de ce premier trimestre 2025, donc dis-moi si tu veux que je te passe un épisode sur mon nouveau pourquoi, toute la démarche que j'ai faite, comment je m'y suis prise, etc., etc. En vrai, c'est pas quelque chose qui prend si longtemps que ça, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Donc ça peut être intéressant si t'es un peu dans une période de doute. Je me dis que c'est un épisode sur lequel tu pourrais revenir quand t'as des périodes de down. Pour moi, c'est vraiment le pourquoi. En fait, quand t'es aligné à ton pourquoi avec tes valeurs, en fait, ta manière de vendre va devenir un peu innée, entre guillemets. Ensuite, du coup, ce que moi, j'ai vraiment toujours voulu faire, mais toujours, et d'ailleurs, c'est un truc de ouf parce qu'on me le dit très très souvent dans mes DM, mais c'est que je réponds à tous mes DM. Je réponds à tous mes DM, à toutes les questions, parce que moi, je suis pas là pour vendre à tout prix un truc. D'ailleurs, c'est un autre point que je vais te donner après, c'est le 3e en fait. Mais moi, je suis vraiment plus là pour inspirer les gens, voir s'ils ont un besoin. Et en fait, si je peux répondre à ce besoin, bah ok, là, on peut parler de mes produits, tu vois. Mais sinon, de base, c'est pas du tout mon intention. Je suis plutôt dans donner full valeur gratuitement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu lancer aussi ce podcast-là, parce qu'en vrai, j'ai tellement appris sur moi, sur le monde, sur le business, sur le développement personnel ces 3 dernières années, depuis 2022 que je suis partie en tour du monde, que j'avais envie de te transmettre ça 100% gratuitement, sachant que moi, j'ai dépensé énormément d'argent dans des formations, dans des masterminds, dans des livres, dans des machins, pour apprendre tout ça. Donc j'essaye juste de te faire un peu des raccourcis et que surtout ça te coûte zéro. Et moi, j'adore faire ça en fait. J'adore donner de la valeur, etc. Et voilà, et après, c'est juste que j'ai quand même conscience de ma valeur à moi. Et donc, du coup, je suis OK de donner une certaine valeur jusqu'à un certain niveau. Puis après, au bout d'un moment, je suis un peu en mode, bah, en fait, là, si tu veux vraiment
passer à 5K par mois, en fait, je vais pas te donner ma secret sauce comme ça gratuitement. Forcément, ça a un coût. Au même titre que moi, j'ai acheté plein de formations, tu vois, si tu veux te lancer dans les ads, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, ça m'amène au troisième point où là, du coup, c'est quelque chose qu'un homme n'a pas ou ne fait pas ou ne conscientise pas. Mais pour moi, mon énergie, c'est quelque chose du coup d'important comme tu le sais. Et c'est quelque chose que j'utilise comme un magnète, comme un aimant en fait avec mes clientes. C'est-à-dire qu'en fait un homme il va être un peu plus prêt, je trouve personnellement, à vendre coûte que coûte. Alors que moi, ou en tout cas je parle pour moi parce que j'ai pas envie de parler pour toutes les femmes, mais en fait je suis pas là pour te convaincre d'acheter mes produits. En fait, moi, j'ai envie de t'inspirer. Donc, j'ai envie que tu sois attiré par moi. Pour ce que je représente, pour ce que je dégage, pour ce que je dis, pour ce que je pense, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vends rarement mes produits en mode genre achète mon programme Le Passeport, en ce moment il y a moins 30%, c'est un truc qui va révolutionner ta vie, nanani, nanana. Non, je fais jamais ça. En fait, c'est souvent, ça part d'une question. La personne va me poser une question, deux questions, trois questions, puis au bout d'un moment, je vais lui dire écoute, je t'invite à aller regarder la page de vente de mon programme, par exemple. Si jamais tu as des questions, je suis là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait te correspondre. Parce que j'ai déjà échangé avec la personne, j'ai déjà compris ses problématiques et du coup ses besoins, et du coup je peux aussi directement la diriger vers quelque chose qui va lui correspondre. Même chose, par exemple, pour rentrer dans mon académie pour devenir travel planner, je ne vends jamais, tu ne m'as jamais entendu dire « rejoins mon académie pour devenir travel planner ». Jamais. Parce qu'en fait, c'est que des nanas qui m'écrivent en DM en me disant « j'ai envie de devenir travel planner comme toi, comment je fais ?» Et du coup, là, je leur dis moi, par contre, je prends que sur candidature. C'est-à-dire que c'est pas en mode genre si tu veux rejoindre mon académie, voilà le lien pour cliquer, pour payer. Non, pas du tout. C'est que sur candidature. Je ne veux prendre aucune femme qui ne correspond pas à mes valeurs, à mes principes, à mon éthique par rapport à ce métier-là. Et j'ai envie de prendre que des meufs qui sont aussi archi motivées, où je sais qu'elles vont vraiment aller jusqu'au bout du programme, où ça va transformer leur vie. Et du coup, ça, en fait, je peux le voir que pendant un entretien. Donc, en fait, je fais des mini-entretiens d'embauche. Mais moi, je suis quelqu'un en mode genre, ok, vas-y, prends pas mon accompagnement, ça va pas du tout te correspondre. Ou en tout cas, à ce stade-là de ta vie, ce n'est pas le bon moment pour toi. Et vraiment, je préfère ne pas vendre plutôt que de vouloir vendre coûte que coûte juste pour faire de l'argent, tu vois. Mais au moins, je suis alignée à moi. Et en plus, du coup, j'ai que des clientes qui me ressemblent et c'est matchy tout le temps. Et du coup, j'adore. Je me lève le matin, j'ai full conscience envers moi-même, full valeur. Je sais que je vais encore aider des femmes, qu'on va s'aider, qu'on va se motiver, qu'on va se tirer vers le haut. Et pour moi, c'est ça le truc le plus important. Ensuite, le 9e point, il va aussi directement à la suite du 8e, et c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi en ce moment. Il va falloir que tu équilibres ta raison et ton intuition et ne pas faire prendre le pas sur tes émotions. Je m'explique, les femmes, on a quelque chose encore une fois d'unique que n'ont pas les hommes, que moi j'appelle l'intuition, tu peux l'appeler l'instinct, enfin comme tu veux. En vrai, il doit y avoir une différence entre les deux, je ne la connais pas donc je ne vais pas parler de ça maintenant, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup avec mon mec, qui du coup lui est un homme, et surtout en voyage, de nombreuses fois, mon intuition nous a sauvé le miche. Vraiment. Des fois, c'est juste, tu sais, des fois, tu sens un truc, t'as un instinct, une intuition, un truc où tu dis faut pas y aller, au contraire faut grave y aller, là je sens l'opportunité de ouf, c'est le moment, cette personne-là faut que je lui fasse grave confiance, ou au contraire cette personne-là, oh là, son énergie c'est no way. Et ça, c'est une vraie force. Ne vois pas ça comme une faiblesse, pas du tout. C'est l'intuition. En revanche, ce qui peut devenir une faiblesse, ça va être le trop d'émotions. Et du coup, c'est aussi en lien avec l'impulsivité. Donc, encore une fois, si tu veux aller écouter l'épisode, je t'invite à aller écouter. Mais c'est vrai que du coup, si tu as trop de sur-émotivité dans ton business, ça peut te jouer des tours. Et même dans ta vie. Du coup, je parle de tout ça dans l'épisode sur l'impulsivité. Et c'est pour ça que c'est hyper important de trouver vraiment un équilibre, une balance entre faire les choses avec émotion, intuition, mais tout en étant raisonnable. Enfin, j'essaie d'avoir le schéma dans ma tête. En vrai, il faudrait que je te fasse un petit dessin. Mais c'est que pour moi, les mecs pensent tout le temps, quand même souvent, juste avec leur tête, en fait. Et les femmes, on va avoir tendance à quand même écouter son intuition, son cœur, enfin voilà. Et en fait, c'est vraiment la balance entre la raison et le cœur, quoi, grosso modo. Et ça, je trouve que c'est super important d'en avoir conscience parce que c'est vraiment lié en fait au point d'avant, mais pour moi, on attire les personnes qu'on est. Et ça demande du coup d'avoir des émotions, ça demande aussi de pouvoir affronter ses peurs, ses faiblesses, ses moments de culpabilité, ses erreurs, ses échecs, chose que les hommes ont beaucoup plus de mal à faire. Je trouve que personnellement sur les réseaux,
On voit plus de femmes qui assument avoir échoué dans telle ou telle situation, avoir une faiblesse sur telle ou telle chose qu'un homme. Et c'est aussi, je pense qu'aussi la culture très masculine qui est qu'un homme ne doit pas être faible, nanana, il ne doit pas pleurer, je sais pas quoi. Ça doit surtout être lié à ça. Je dis pas que genre nous on a que l'intuition et que c'est trop stylé, genre eux aussi ils ont un peu leur lot de complexité dans leur vie. Mais justement là on a une force qu'il faut vraiment jouer. Et quand tu es dans ta rich feminine era, ton énergie, ton intuition, ça peut vraiment être la clé de ta réussite. Donc écoute-toi, même quand tout le monde autour de toi va te dire rouge, si toi t'es convaincu que ça sera vert, il faut que tu y ailles. Et au pire, tu auras connu un échec ou une erreur, mais du coup tu auras appris sur toi et sur ton intuition, parce que l'intuition, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui peut se travailler. Et enfin, je termine par le 10e point que j'ai mis en dernier parce que je pense que ça va venir trigger pas mal de personnes. Et moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis maintenant pas mal d'années, en tout cas depuis que je suis sur le business en ligne. Il va falloir que tu t'entoures de personnes ambitieuses au lieu de tolérer des B-players. Et pourquoi je vais te parler de A-player, B-player ? C'est parce que les hommes, dans leur business ou dans leur vie en général, s'entourent de B-players. Ce qu'on entend par B-player, c'est des personnes très bien, hein, mais c'est des personnes qui sont dans l'exécution des choses. Et du coup, c'est des personnes qui sont toujours en dessous de toi, on va dire, en termes hiérarchiques ou de vision. Moi, depuis que je me suis lancée dans le business en ligne, j'ai mis un point d'honneur à ne m'entourer que de A-players ou de A-players, parce que je suis entourée que de femmes dans mon équipe. Et pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce que, en fait, j'ai besoin d'être challengée. Vraiment, genre, j'ai l'impression que je me répète, mais moi, ma passion, en fait, dans ma vie, au-delà du voyage, c'est sortir de ma zone de confort, prendre des risques, avoir peur, comme avec ce podcast ou ce genre de sujet qu'avant, j'aurais jamais abordé en public, ou l'épisode d'avant où je disais clairement que j'étais alcoolique, tu vois. Et le fait d'être entourée de femmes dans mon équipe qui sont aussi ambitieuses que moi et qui sont meilleures que moi dans certains domaines, en fait, elles viennent tout le temps me challenger, elles viennent tout le temps me remettre en question, et c'est pour ça que mon business fait que grandir. Parce que du coup, je remets souvent ma façon de vendre, ma façon de me comporter, ma façon de vouloir créer des produits, enfin plein de choses. Je remets souvent ça en question pour tout le temps améliorer, que tout le temps ça soit de plus en plus aligné, que ça soit de plus en plus ok, mais en même temps j'ai envie de faire connaître le truc, etc. Par exemple, avant dans mon équipe, j'avais plus des personnes, donc avant de me lancer dans le business en ligne, donc quand j'étais que créatrice de contenu et influenceuse, c'était plus des personnes qui étaient là pour exécuter ce que je faisais. C'est-à-dire que je leur filais leur to-do list, elles cochaient leur to-do list des trucs qu'elles avaient à faire et c'était très bien. Elles le faisaient très bien, j'étais hyper contente, j'avais l'impression de grave avancer, etc. Mais je trouve que là, quand tu veux vraiment scaler et passer à un niveau supérieur, en fait, il faut vraiment que tu t'entoures de meilleurs que toi. Et j'ai l'impression que les hommes ne font pas ça parce qu'ils ont très peur, parce que aussi malheureusement ça s'est beaucoup vu, mais qu'au final quelqu'un de ton équipe qui est meilleur que toi dans un domaine, une fois qu'il a pompé un peu tous les concepts, les idées, les machins, les trucs, en fait il va lancer son propre truc. Mais parce que ça aussi c'est un comportement plutôt masculin. Bon après je pense que ça arrive aussi chez les femmes, hein. Mais moi c'est vrai que voilà, je me suis toujours dit en fait genre Jess qui fait tous mes tunnels de vente, mes emails de vente, mes ads, enfin tout ça, en fait elle pourrait clairement partir avec mon idée de ce que je veux faire de ce monde de travel planeuse. Et en fait si elle le fait, moi ça m'apprendra juste quelque chose sur elle et au final j'aimerais pas qu'elle reste proche de moi dans la vraie vie. Mais en attendant, je sais qu'elle ne le fera pas. Et elle est tellement meilleure que moi pour tout ce que je viens de te dire, le copywriting, le storytelling, etc., que en fait c'est grâce à elle que je vends plus, que je vends mieux, que je vends plus aligné, que voilà, Léa elle m'aide à retrouver mon pourquoi quand je suis un peu désaxée, quand par exemple je vais dire ah mais on pourrait faire ça, elle va me dire non mais ça c'est vraiment moins aligné à ton pourquoi, ça c'est moins dans telle valeur que vraiment je sais que c'est toi et que tu défends, donc fais gaffe à ça, etc. Et en fait elles viennent tout le temps me challenger, me sortir de ma zone de confort, me faire remettre en question, et pour moi c'est ça aussi la mission de l'humain sur cette planète, c'est d'avoir la capacité à continuellement évoluer. Et on n'évolue pas quand on reste dans sa zone de confort. Et on n'évolue pas quand on est seul et quand on reste avec le même entourage. Donc entoure-toi vraiment de personnes ambitieuses et meilleures que toi. Ok, ça fait peur, tu te dis putain mais elle est meilleure que moi là-dedans, mes machins, mes trucs, mes bidules. Mais en fait ça va un peu avec le truc que je te disais aussi par rapport à mon ventre. Genre en fait si je traîne qu'avec des meufs qui ont du bide, je vais jamais moi me remettre en question, comprendre comment est-ce que je peux perdre mon ventre, etc. Tu vois. Alors que là je m'entoure que de femmes qui ont des abdos tracés de ouf, qui sont sèches de ouf, parce qu'elles sont meilleures que moi, et du coup ça m'inspire de ouf à devenir meilleure comme elles, tu vois. Et pour moi c'est la grosse nuance qu'il faut que t'aies. Donc voilà, du coup cet épisode va bientôt toucher à sa fin, puisque je t'ai livré les 10 clés pour que tu puisses rentrer
dans ta Rich Feminine Era. Dis-moi si t'aimerais que je crée un challenge autour de ça pour mettre en place du coup ces 10 actions. Le principe en fait, c'est pas je te dis tu vas mettre ça en place, tu vas devenir riche. Non, c'est pour moi l'argent c'est une énergie. Pour moi l'argent c'est le pouvoir. Pour moi l'argent c'est la liberté. Parce que comme disait d'ailleurs Leila Hormozy il y a pas très longtemps, oui on est d'accord que l'argent, ça n'achète pas le bonheur, ça n'achète pas des amis loyaux, ça n'achète pas forcément la vie de rêve qu'on veut avoir, mais par contre, ça limite grandement tous les problèmes du quotidien que tu peux avoir. Les petits problèmes de merde, tu sais, qui s'accumulent et où en fait c'est juste chiant et où en fait au final tu finis par subir ta vie. Et en adoptant une rich feminine era, ça veut dire en incarnant cette posture, ce mindset de meuf en fait qui veut réussir dans sa vie, qui veut faire de l'argent, et encore une fois tu peux faire de l'argent en étant salarié, il suffit juste de t'intéresser aux investissements du coup, bah en fait tu vas incarner cette forme de liberté et tu verras que ça va venir vers toi naturellement en abondance, mais vraiment. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment envie de te dire que les femmes on a et que les hommes n'ont pas. Donc il faut vraiment que tu vois ça comme une force. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, peut-être que je pourrais créer un petit challenge autour de ça, faut que je réfléchisse, mais ça me dit bien. Et voilà, et sinon comme d'habitude, si tu m'écoutes sur Spotify, merci beaucoup de prendre le temps de laisser une note au podcast, ça m'aide énormément à me faire connaître. Et si tu me regardes sur YouTube, j'espère que ce petit studio te plaît. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode.